Donc, bienvenue à ce webinaire de la Fondation La Main à la Pâte intitulé «Quelle place pour les sciences et la technologie dans l'éducation artistique et culturelle?» Donc, je m'appelle Katia Allegro, je suis membre de la Fondation et j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Sophie Bonald et Florian Audouin du Château de Versailles qui ont accepté de se prêter au jeu de l'échange pour ce webinaire aujourd'hui. On les en remercie. Euh, donc, dans un premier temps, on va avoir une partie plus présentation sur tout ce qu'on peut faire à partir d'un lieu comme le château, en lien avec les maths, les sciences, la techno. On vous fera une petite présentation aussi sur ce que nous, à la Fondation, on développe sur ce genre de sujet. Donc, c'est parti. Donc, Sophie et Florian, pour commencer, là, je vais vous demander de vous présenter. Eh bien, bonjour, je suis Sophie Bonald, je travaille au secteur éducatif qui appartient à la direction du développement culturel au Château de Versailles. Je suis chargée de projet et particulièrement en charge de toutes les actions de formation à l'attention des enseignants et des étudiants de l'INSP. Merci. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis donc Florian Audouin et moi je suis professeur de sciences physiques et chimiques au lycée Hoche à Versailles, et j'ai intégré en tant que professeur d'appui le secteur éducatif donc au sein également de la direction du développement culturel du Château de Versailles depuis 2 ans. Donc mon rôle au sein donc de ce secteur, c'est d'aider les personnes qui y travaillent sur 3 grandes notions: les sciences, les techniques et le développement durable. Donc, la première question que je vais vous adresser, c'est le château de Versailles, c'est un lieu d'histoire, le lien avec le cours d'histoire, le cours de français, les arts semblent assez évidents, mais on peut aussi, on n'imagine pas spontanément, mais on peut aussi faire beaucoup de sciences grâce à ce lieu-là. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors c'est vrai, ça n'est pas la première idée qu'on peut avoir lorsqu'on vient au château de Versailles, puisque généralement les professeurs, les visiteurs viennent découvrir l'ancien régime, la monarchie, l'art également, la politique à la cour, mais très rarement finalement ils ont l'idée que c'est un lieu également de science, où la science s'est construite, où la science s'est consolidée. Et donc je vous propose en effet de voir de quelle manière cela a pu avoir vu le jour. Sur cette diapositive, vous avez une photographie de la Société royale des sciences de Londres qui existait donc lorsque Louis XIV nomme Colbert comme, on va dire aujourd'hui, pseudo-premier ministre. Et Louis XIV va vouloir copier en fait l'Angleterre de manière à créer à partir de 1666 la Société royale des sciences. Et vous avez ici un très beau tableau qui présente Colbert en noir au centre du tableau et qui va présenter cette société à Louis XIV, qui va fortement investir, le grand changement étant qu'à l'époque, lorsqu'on faisait des sciences, on en faisait avec son argent à soi, alors que là, les scientifiques, le mot scientifique va véritablement devenir un métier, et les scientifiques vont être payés par la couronne. Donc c'est un très très grand chantier qui est mis en avant. Louis XIV n'est pas vraiment scientifique, mais va se faire aider donc par ses ministres, et ce sont d'éminents scientifiques qui vont être les premiers membres de cette Société royale des sciences à Versailles. Sur le tableau, notamment, vous pouvez voir l'Observatoire de Paris, qui est derrière, qui va être construit à cette époque-là. Sur la droite, on a une grande carte qui va correspondre à l'actuel canal du Midi pour relier donc l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, et puis d'autres objets scientifiques et toute une panoplie de personnages dont certains peut-être connaissent les noms, comme Roberval, qui donnera son nom à la balance de Roberval, ou Mariotte, qui a donc qui s'est intéressé aux lois, et puis un certain abbé Picard, sur lequel on reviendra un peu tout à l'heure. Voilà. Alors, en effet, pourquoi les sciences? Eh bien, c'est d'abord le début vraiment des sciences dures. L'astronomie, par exemple, on parlait beaucoup d'astrologie. C'était des sciences obscures et l'observation du ciel va permettre de comprendre des lois de la mécanique et également de s'orienter au niveau des mers en regardant le ciel. Donc l'Observatoire de Paris va être construit pour ce rôle-ci. Vous en avez
et il existe toujours, hein, il est toujours visitable. Et c'est Claude Perrault, grand architecte donc sous Louis XIV, qui va trouver son emplacement et qui va le construire à partir des années 1670. Mais les sciences apparaissent également au château de Versailles par la construction du château, à la fois la construction des bâtiments et surtout le terrain qui a été choisi par Louis XIV, qui n'est pas un terrain véritablement adéquat. On avait une colline au départ, qu'il a fallu extrêmement agrandir pour avoir le château d'aujourd'hui. Donc vous voyez, il y a un corps central et puis 2 ailes de part et d'autre, et de travaux de terrassement extrêmes afin d'avoir des jeux de perspective voulus par le nôtre et des jeux d'eau. Donc, c'est l'occasion de se perfectionner. La France donc, va se perfectionner dans tout ce qui va être nivellement et terrassement. Ici, nous avons à gauche une gravure où on explique comment est-ce que les altitudes vont petit à petit être, vont être calculées véritablement, avec notamment des appareils comme vous avez sur la droite qui vont se perfectionner. Ici, on a un premier appareil avec une grande poutre et un petit fil à plomb en fait au centre. Et puis petit à petit, ça va se perfectionner parce qu'on va avoir des lunettes de visée qui vont permettre des mesures beaucoup plus précises, d'autres appareils directement qui vont permettre, par exemple, d'avoir des cartes. Et là, c'est l'enjeu tout à fait politique de Louis XIV qui se dit qu'un territoire, pour être protégé, il doit être connu. Et c'est toute la génération des Cassini, Cassini 1 jusqu'à Cassini 4, qui vont mettre au point, pour la première fois, une carte du territoire français. Les méthodes sont des méthodes de l'époque, donc notamment la méthode de la triangulation que vous avez au centre, avec des appareils tels que celui que vous avez à droite. La technique qui peut être d'ailleurs employée en cours d'un point de vue historique, que ce soit au collège ou au lycée, c'est le fait que dans un triangle, si on connaît une longueur et 2 angles, on est capable de retrouver les 2 autres longueurs manquantes. Et donc, cette triangulation correspondait à la visée généralement du clocher d'église. Il fallait une première mesure et à partir donc de mesures d'angle petit à petit, on traçait le territoire au complet. Ça a mis plus de 150 ans en fait, mais ça a véritablement commencé sous Louis XIV avec des instructions qui venaient de Versailles. Pour les jardins, la grande ambition de Louis XIV était d'avoir des jeux d'eau en permanence. Le seul problème, c'est que Versailles est construit sur une butte qui n'a absolument pas de source et que donc il a fallu amener l'eau dans des réservoirs qui soient un peu au-dessus de la terrasse du jardin afin d'alimenter les fontaines, tout étant fait par gravitation. Donc sur le schéma de gauche, par exemple, vous pouvez voir qu'on a au point B un réservoir qui va pouvoir alimenter une première fontaine au point D, une deuxième au point E, une troisième au point F, une quatrième au point G, éventuellement directement une grande fontaine en C, dont la hauteur, en tout cas de l'eau, vaut à peu près le dénivelé entre le réservoir B et le bassin C. Et à droite, une jolie photographie qui représente ce qu'on appelle l'allée des Marmousets, où vous avez des petites fontaines selon une pente douce, et en fait, chaque fontaine supérieure va alimenter la fontaine inférieure afin donc d'avoir suffisamment de pression et d'avoir un petit jet d'eau. Donc là, énormément en sciences de progrès, jusqu'à l'obtention d'une énorme machine qu'on appelle la machine de Marly, qui devait récupérer l'eau de la Seine, et avec l'énergie de cette eau, à la fois la capter, la pomper et la faire remonter jusqu'à un aqueduc à Louvciennes qui permettait d'acheminer l'eau en continu jusqu'à Versailles. Et on parle également des ajutages au niveau des fontaines, puisque grâce à ces pièces métalliques qui sont à l'intérieur ici, donc vous voyez des grenouilles qui sont représentées sur un bassin qui s'appelle le bassin de la Tonne, on va pouvoir en fait jouer également sur la forme du jet d'eau. Donc on va avoir des jets en lance, des jets paraboliques, etc. Donc toute une science qui, pas forcément par expérimentation, mais également par des lois, et ça va être nouveau, va apparaître dès le XVIIe et surtout au XVIIIe siècle pour l'hydraulique. Louis XIV, lors de sa formation, n'a probablement pas eu beaucoup de formation scientifique. Mais par contre, à partir de Louis XV et de ses enfants et de Louis XVI, les princes et les princesses également
vont avoir une formation solide en humanité, mais également en sciences. Et là, vous avez une très belle sphère, en fait, qui correspondait au dauphin, le fils de Louis XV, avec, vous voyez, à l'extérieur, les deux planisphères, enfin des deux hémisphères, et ça s'ouvre, où on voit le relief des mers à l'intérieur, et si on regarde sous la coupole, on a même le ciel. Donc, les sciences étaient une part importante de la formation donc, des enfants de France. Voilà donc en quoi la science est omniprésente. J'ai pris que quelques exemples, hein, nous avons choisi quelques exemples bien parlants, mais pratiquement en fait dans tous les appartements, elle est là, elle est représentée, et dans les jardins bien évidemment Et dans également. Les tableaux. Et dans les tableaux. Et les plafonds. Merci beaucoup. Alors justement, là, on est sur la formation scientifique. Et ce qui m'amène, ce qui est notre cœur de métier à la Fondation, donc ce qui m'amène à vous poser cette nouvelle question, finalement, pourquoi avoir choisi de travailler avec nous? Eh bien, dans le cadre de nos actions de formation, on a souhaité vraiment ouvrir notre programmation à diverses thématiques, dont en incluant vraiment un volet sciences et arts qui nous semblait vraiment important de mener. Et pour construire une offre cohérente et enrichissante, il était intéressant de travailler avec un partenaire de référence dans ce domaine. Et donc, c'est tout naturellement que voilà, on s'est rapproché de la Fondation La Main à la Pâte, dont l'expertise en éducation scientifique est incontournable et voilà, qui était aussi reconnue et connue des enseignants. Voilà. Donc, c'est très important. Oui, alors ce partenariat donc, avec la MAP, on a en fait reçu des enseignants, enfin plus exactement des formateurs, comme l'a dit Sophie, parce que le lien entre patrimoine et science en fait est omniprésent à Versailles. En fait, on ne peut pas vraiment parler de science sans reparler de patrimoine. Mais c'est justement, je crois, ce lien qui est très intéressant à mettre en avant au château de Versailles. Et on peut donc inviter ces formateurs ou ces professeurs à des visites conférences et discuter ensuite de démarches expérimentales. Véritablement, donc, la MAP est la première institution, on va dire, qui présente ce genre d'éducation chez les enfants, chez les élèves, avec une démarche expérimentale qui va demander donc de l'expérimentation. Et là, vous voyez, par exemple, ça s'est déroulé il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois, des personnes qui sont venues, nous leur avons parlé des matériaux du château et de la construction, et vous les voyez à l'œuvre en train donc de construire des petites maisons avec de l'ardoise, une sorte de pisé, de la terre qu'ils ont eux-mêmes assemblée, sachant qu'ils avaient eu une très belle et très longue, parfois aussi, mais très intéressante, tout le monde était très intéressé, conférence sur place d'abord, à la fois sur l'historique de l'architecture, et j'intervenais en tant que, un peu plus scientifiquement, sur justement l'histoire de ces matériaux, leurs caractéristiques et ce qu'on pouvait en faire avec donc une classe. Merci beaucoup. Alors, en retour, je vais dire un petit mot sur pourquoi on a choisi de collaborer avec vous. Alors, nous, c'est vrai que nos interlocuteurs les plus naturels, historiquement, ce sont plutôt les laboratoires, le milieu de la recherche et développement en entreprise. Et on avait, alors, je l'avoue individuellement, j'avais cette vision finalement extrêmement naïve, je l'ai réalisée en travaillant avec vous, que le château de Versailles, c'est un lieu éminent d'histoire. Mais c'est vrai que grâce, en vous rencontrant, en collaborant avec vous, on a découvert tout cet énorme potentiel sur la science. C'est un lieu qui permet d'aborder la science et aussi, on le voit bien dans ce que tu as dit, Florian, aussi, comment la démarche scientifique s'est structurée, la société savante s'est structurée. Donc, c'était vraiment pour nous très intéressant, un partenariat vraiment très intéressant avec une équipe qui partage nos valeurs et qui va aussi dans notre vision vraiment d'intégrer la science au sein aussi de la culture générale que l'élève va construire lors de son passage dans la scolarité obligatoire. Donc finalement, on s'est trouvé très naturellement des points communs et j'en profite pour dire qu'on est très très heureux de notre collaboration avec vous.
En 2023, je précise qu'à l'occasion de l'exposition sur Louis XV, on a fait une formation sur la chimie du chocolat que le roi appréciait grandement. Donc, c'était notre première vraiment formation et c'était Mm. autour du chocolat. Donc, c'était plutôt plaisant. Oui, en plus, on choisit bien nos sujets communs. C'est ça. Alors, pour continuer, donc on parlait de notre sujet aujourd'hui, c'était l'éducation artistique et culturelle. Donc, Florian, je te repasse la parole pour que tu nous expliques en fait comment, si on veut mettre un projet de ce type en place, comment on fait, comment ça se déroule, quels sont les bons ingrédients d'un tel projet. Alors, le projet d'éducation artistique et culturelle en sciences n'est pas propre d'abord au château de Versailles. C'est un projet donc plus général qui est relié à 3 grands thèmes qui vous sont présentés ici. On aime bien en effet essayer de trouver en tout cas, pas un résumé, mais vraiment pour percevoir de quoi il s'agit. Il s'agit de rencontres, de pratiques et de connaissances. Donc, on intègre les 3 verbes rencontrer, pratiquer et connaître. Le projet, et puis je passerai aussi la parole à Sophie, surtout si je dis quelques petites bêtises. Il faut d'abord qu'il soit conçu par l'enseignant. C'est l'enseignant qui, au départ, va avoir une idée et qui veut faire un projet avec ses élèves avec un partenaire culturel. Donc, on a déjà l'apparition de 2 entités, la classe, le professeur, et un partenaire culturel qui peut être donc le château de Versailles. Il doit s'inscrire dans des objectifs pédagogiques de l'école ou de l'établissement et il doit tenir compte des programmes scolaires qui correspondent donc au niveau enseigné par le professeur. Ensuite, il va y avoir la rencontre avec un lieu culturel, plus spécifiquement une œuvre, et surtout, une 3e personne va intervenir, un artiste. Donc ça, il faut bien insister sur cela. En plus du partenaire culturel, il va y avoir un artiste choisi soit par le professeur, soit également l'établissement culturel va pouvoir proposer des artistes qu'il connaît. Et cette première approche doit éveiller la curiosité et donner du sens au projet, puisque ensuite, la classe va probablement venir voir l'établissement culturel. C'est au moment de la rencontre, exactement. Observer ce qui se passe donc ici au château de Versailles, dans notre exemple, pour ensuite mettre en place, grâce à l'artiste, en classe plus spécifiquement, une pratique artistique. Là, vous voyez, vous avez des élèves, on y reviendra, mais qui sont en train de faire des plans, donc de dessiner, et l'artiste était une architecte qui est venue les rejoindre et qui est allée les rencontrer dans leur classe à plusieurs reprises. Alors, de manière générale, ils vont ici expérimenter des techniques, ils vont exprimer leur sensibilité artistique, ils vont également avoir des outils de langage artistique pour s'exprimer, et l'idée, c'est qu'il y ait une créativité qui soit donc créée au sein de cette 2e étape de la pratique. Alors, l'établissement va apporter des renseignements, des connaissances sur les œuvres, sur les artistes, sur les courants artistiques, etc. Et bien évidemment sur les sciences, s'il s'agit d'un projet EAC en sciences. Et les élèves, donc, vont en plus apprendre et connaître d'autres vocabulaires, d'autres lois éventuellement, et avoir un regard assez critique sur leur production à eux. Ça se termine par une restitution. Elle peut parfois se faire dans l'établissement culturel ou bien à l'école. Ça, c'est l'enseignant qui va le choisir. En fin de projet, donc c'est souvent en fin d'année, en fait, sous la forme, par exemple, d'une exposition, s'il y a eu des projets qu'on peut exposer, sous la forme d'un spectacle, si véritablement c'est un spectacle qui a été mis en place, et, si possible, présenter cela à l'école, à la classe, bien sûr, aux familles et à l'établissement. Ça permet de valoriser le travail qu'ont fait les élèves, et vous voyez que c'est un travail en commun. Donc ça, c'est très important, surtout qu'il y a parfois, non pas une, mais 2, voire 3 classes qui sont autour de ce projet. Et donc, c'est un partenariat interclasse avec, donc, encore une fois, le partenaire culturel. Et puis, on termine par une évaluation et un bilan global,
où l'équipe pédagogique fait le point en fin de projet sur les différents apprentissages qui ont eu lieu auprès des élèves. Et ça permet, nous, en plus, d'améliorer des projets futurs avec nos prochains professeurs qui viendraient donc nous demander un partenariat pour ces projets typiques EAC. Alors, en sciences, qu'est-ce qu'on a vu? Oui, Alors ça, oui. ouais. Ça, c'est très technique, mais en fait, ça doit être placé sous adage. Tu veux peut-être en dire Oui, deux, bah, trois oui, mots? oui. Non, bah, je pense que tous les enseignants qui sont avec nous aujourd'hui connaissent la plateforme Adage sur laquelle il faut répertorier chaque projet et chaque rencontre ou sortie culturelle voilà, il faut mettre sur cette plateforme. Voilà, donc là, c'est vraiment les notes. Effectivement, nous, on demande à ce que les enseignants nous envoient une note d'intention de projet. Ensuite, on se rencontre, on rencontre l'artiste si ça se concrétise, on finalise le projet et on met en place toutes les étapes et le calendrier des visites et des ateliers. Et puis, on organise ensemble, bien évidemment, la restitution. Tout ça dans un temps long, pour le coup, mais de partenariat et d'échange tout au long d'une année scolaire, a priori. Voilà. Tu parles, je me permets juste de t'interrompre, Sophie, tu parles d'un temps long. Donc, pour un enseignant qui voudra monter un projet de ce type, il doit s'y prendre. En fait, les enseignants commencent à regarder un peu et à y réfléchir quand la note EAC, enfin, cette note apparaît, qui est en général envoyée par le rectorat aux enseignants pour lancer le lancement de la campagne d'inscription. Voilà. Et après, on a un temps, les finalisations et sur Adage se font en général au mois de septembre. Donc, on se parle entre le mois de mai, juin. Enfin là, ce sera plutôt juin, juillet, août et jusqu'à mi-septembre. D'accord. Merci beaucoup. Et donc là, oui, cette année, on voulait vous parler de ce projet EAC qu'on a mené ensemble avec Florian et d'autres professeurs relais avec qui on travaille, qui est un projet qui s'est intitulé Les degrés de l'histoire et qui nous a mené sur le thème de l'architecture à étudier les escaliers par le petit bout de la lorgnette, si je puis dire. Ce projet nous a permis de regarder la diversité du château, l'architecture, d'étudier les mathématiques et les sciences. Et donc, on avait 3 établissements scolaires qui se sont joints à nous pour travailler sur une même thématique, donc les escaliers. Donc, une école primaire avec 3 classes du CE2 au CM2. Une classe de lycée professionnel, une classe de seconde photo, et une classe de première en option cinéma. Voilà, donc des niveaux différents, des projets différents, mais tous sur une même thématique, les escaliers. Voilà, donc qu'on soit clair, il y a eu 3 EAC en fait, et moi je vais surtout vous parler de celui qui incluait notamment les sciences, l'architecture et les mathématiques. Donc il s'est inspiré de nos escaliers rêvés, et en fait, il s'est déroulé en 3 temps. Après les visites des 3 classes au château de Versailles, spécifiquement sur l'architecture, sur la construction et bien sûr sur les escaliers. Donc les élèves ont vu les véritables escaliers du château, en vrai, les ont gravis. On avait une première classe, les plus petits, qui devaient décrire à l'écrit, donc en français, un escalier idéal. Là, c'était l'occasion de leur présenter le métier d'architecte aussi, d'introduire au projet donc sur le thème de l'escalier. Et c'est un travail d'imagination de leur part et d'écriture qui a permis d'introduire donc ce grand projet EAC sur les 3 niveaux.
Alors, on a oublié de préciser que effectivement, donc dans ce projet, donc la structure culturelle, c'était le château de Versailles. Donc là, c'est l'école, une école versaillaise avec 3 classes de niveaux différents. Et l'artiste est une architecte, une architecte, voilà, qui a donc travaillé avec les enfants dans les différents groupes. Alors, vous avez par exemple ici, je vais peut-être revenir en arrière, oui, c'est assez amusant. Vous voyez le texte qui a été proposé par donc des élèves du premier groupe. Notre escalier serait droit, puis repartirait des 2 côtés. Les marches seraient en bois taillé, seraient recouvertes d'un tapis rouge. Les rambardes seraient recouvertes de cristaux, etc. Donc, on a eu plusieurs choix, hein, vraiment, c'était de l'imagination complète. Mais vous voyez qu'il y a le vocabulaire de l'escalier qui apparaît véritablement. Donc, ils se sont appropriés quand même des connaissances, même à ce niveau-là, même si pour l'instant, on ne parle pas encore véritablement de science. Pour le groupe numéro 2, il a reçu en fait les écrits du groupe numéro 1. 3 écrits. Les 3 écrits même. Et il a fallu mettre en place les plans correspondant donc à ces escaliers qui ont été décrits, plan et coupe. Donc là, vous avez un plan, vous voyez, on retrouve d'ailleurs les marches rouges, la rambarde en cristaux, etc. Donc c'est assez amusant. Mais vous voyez qu'ils ont mis une porte à gauche. Alors je crois que c'est une porte qui donnait dans une salle de cinéma ou une salle de sport. Mais ils ont bien compris comment est-ce qu'on délimitait donc sur un plan la montée des marches. Vous avez des petites flèches là qui indiquent donc comment est-ce qu'on monte cet escalier, puis il est bien divisé en 2. Alors là, je suis intervenue avant qu'ils aient fait ce travail en leur proposant, parce que le château de Versailles a à sa disposition de nombreux plans historiques, donc c'est assez intéressant, en leur demandant tout simplement, ben voilà, vous êtes déjà allé au château de Versailles, est-ce que vous reconnaissez un peu sa forme? Est-ce que vous voyez le lien entre la réalité en 3 dimensions et le plan qui vous est fourni ici? Est-ce que vous êtes même capable de me dire quelle salle éventuellement vous avez traversée? Et puis on s'est vite intéressé aux escaliers en leur demandant, mais sur un plan, comment voit-on rapidement qu'il y a un escalier, sachant qu'on n'a pas choisi vraiment les pièces les plus faciles, parce que les escaliers, bien sûr, c'est la correspondance entre plusieurs niveaux. Donc, notamment sur un plan, c'est compliqué. On n'a pas une surface qui soit plane, mais on va voir l'escalier vu de haut et pas forcément en entier. Là, c'est un plan actuel qui ressemble bien sûr au plan précédent. Et là, on a un focus sur, vous voyez, l'escalier de la reine au château, où les petits me font remarquer, et surtout on leur fait remarquer qu'il y a des marches en pointillé, des marches en trait plein, parce que les marches en pointillé, en fait, c'est celles qu'on voit moins, elles sont pratiquement au rez-de-chaussée plutôt. Et puis, on a travaillé sur l'échelle, puisque vous avez là-haut une échelle en plus en toise, donc ce n'est pas évident non plus. Il faut, alors ça, c'est peut-être pour des élèves qui seraient un petit peu plus âgés que des CM1. Mais le travail sur les surfaces, sur la représentation, a été mené ici, et donc on pourrait aller un peu plus loin en disant qu'une toise vaut 6 pieds et qu'à l'époque, à Paris, le pied du roi, qu'on appelait le pied royal, mesurait 0,325 mètres. Voilà, donc ça veut dire que Louis XIV devait chausser du 42 ou quelque chose comme ça, avec un pied de 32 cm, c'est très grand en fait, hein, de long. Voilà. Alors, eh bien, sur un plan ancien, sur un plan moderne, quelles sont les particularités? En fait, finalement, on a les mêmes codes, il y a très peu de changements. Et puis, on va leur apprendre à partir d'un plan, même s'ils ont été déjà dans les escaliers, de s'orienter. Alors, ce qui est par exemple assez fabuleux ici, c'est qu'autour de la chapelle, on a 2 petits escaliers en colimaçon, circulaires. Et si vous voyez à gauche et à droite, on ne tourne pas dans le même sens, en fait. Donc là, ça va leur faire s'approprier des connaissances sur le fait que, par exemple, lorsqu'on prend un tire-bouchon, il tourne toujours dans le même sens. Eh bien, un escalier, soit on le gravit comme si on gravissait un petit tire-bouchon, ou bien on le fait dans l'autre sens. Il faut savoir qu'à droite, vous avez un escalier qui tourne avec la rampe quand on monte à gauche, et à gauche, ben voilà, la rampe est à droite quand on monte l'escalier, typiquement. D'ailleurs, dans les châteaux forts, on explique souvent aux petits que pour se défendre, les assaillants montaient et les défenseurs descendaient, et pour qu'ils aient leur épée à droite, il fallait plutôt que l'escalier tourne dans un sens, celui qui vous est montré à gauche, et non pas dans l'autre. Voilà. Alors, il faut, bien sûr, après, on appelle ça une rotation suivie d'une translation, etc. On peut aller beaucoup plus loin, mais pour les petits, déjà, c'est très bien de s'orienter de cette façon-là. Et puis ensuite, on passe aux coupes.
Alors, les coupes, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on va couper non plus horizontalement, mais on va couper verticalement l'escalier. Donc, sur le plan, si on repart du plan, on va pouvoir indiquer par une petite flèche où est-ce qu'on va faire la coupe. Et notamment, à partir d'une photographie, on voit très bien qu'on va devoir avoir des marches, mais en coupe. Donc, simplement le haut de la marche, la contre-marche. Et puis, on a 3 fenêtres là derrière. Et ce qui est important, c'est de voir que la rampe qu'on voit monter sur la première volée, en coupe, elle va apparaître comme un trait. Donc, c'est par exemple ce qui est représenté ici. Ça, ce sont encore des dessins de mansarde avec les 3 volets, enfin les 3 fenêtres, pardon, la volée, la première volée, avec des marches qui sont un peu plus grandes. Et puis, cette fameuse rampe qui, dans un premier temps, est complètement verticale ici, alors que lorsqu'on est sur la deuxième volée, elle apparaît oblique, de manière à avoir une belle coupe. Si on regarde par contre maintenant dans ce sens-là, on va avoir typiquement une autre grande volée, ce qui permet d'arriver au premier étage. Et là, on voit que le sol du premier étage est en coupe et manifestement est indiqué en blanc. Voilà, donc ça sert à s'orienter dans l'espace. Et même s'ils ont été dans les escaliers, typiquement, je leur disais, bah là, j'ai pris une photographie. Donc, ils connaissaient cet escalier, hein, ils l'avaient déjà vu. Où est-ce que j'ai pris la photo? Sur le plan. Ils ont su. Hein, Ils ont su, en fait, ouais. Alors, il faut bien sûr les amener, ils n'ont pas tous le même niveau. Hein. Mais s'orienter dans l'espace à partir d'une photographie qui est seulement en 2 dimensions et d'un plan qui est seulement en 2 dimensions, c'est important parce qu'ils vont devoir manipuler, qu'on le veuille ou pas, les objets numériques qui sont qu'en 2 dimensions, on perd la 3e. Et donc, ce jeu systématiquement de passer du 2D au 3D, je pense, est important et on peut très bien l'envisager alors au niveau des sciences. Voilà. Et puis, il faut décrire l'escalier. Alors, comment est-ce qu'on va le décrire? Avec des mots très spécifiques. On voit qu'il y a un escalier qui tourne. Il a 3 volets, 2 grandes et une plus petite. Là où on peut se reposer, c'est ce qu'on appelle des repos. C'est là où, en fait, on va tourner. Donc, on appelle ça des repos formant retour en équerre. Et ici, on tourne de 90 degrés sur chaque palier pour continuer sur la volée d'après. Enfin, ces volets, si vous regardez la photo de droite, ce ne sont pas des murs qui sont en dessous, mais des arches. Donc, on dit que les paliers sont sur arches, les volets également. Et il y a un jour central, parce que si je me penche au centre de l'escalier, je vais pouvoir voir le rez-de-chaussée, ce qui n'est pas toujours le cas. Par exemple, au Louvre, on a des volets droites qui remontent les unes sur les autres et on ne peut pas regarder donc, dans un vide afin de voir donc, le rez-de-chaussée. Et puis, voilà leur production. Donc, ils se sont très appliqués avec d'abord le plan à gauche en couleur, et puis vous voyez à droite 2 coupes, l'une en face de l'escalier sur la première volée, et l'autre au contraire où la première volée est en coupe. Et on voit notamment la petite rampe là, de cristaux qui apparaît bien sur le dessin du centre oblique pour la première volée, qui apparaît droite sur celle d'après, puisqu'on a 3 marches qui ont été, quelques marches en plus, qui donc sont dans la même direction que la vue de la coupe. Et le 3e groupe a réuni les plans et les coupes du groupe 2 afin de créer une maquette. Donc là encore, on va travailler sur la notion d'échelle. On va travailler également sur découper. Eh bien, ce n'est pas si simple. Les choix de l'échelle, le choix des matériaux et le découpage après traçage en utilisant bien sûr cette échelle. Et la réalisation de maquettes en 3D. Donc c'est ça qui est intéressant. Ils ont commencé par les escaliers véritablement en 3 dimensions. Ils ont ensuite écrit, donc ça c'était complètement dans leurs imaginaires, puis en 2D les plans et les maquettes, les plans et les coupes, pour revenir en 3D à leur escalier imaginaire souhaité. Voilà, donc on voit là qu'on arrive dans la salle de cinéma, je crois. Salle de cinéma, voilà. Tout à fait. Alors, oui, alors, je vais juste, du coup, parce qu'on a oublié de faire la slide, mais on a restitué ce projet. Donc, on a réuni dans l'auditorium du Château de Versailles les 3 classes qui ont participé, donc les 3 établissements qui ont participé. Chacun a présenté son projet aux autres élèves et toutes les productions de ces 3 établissements sont réunies et visibles encore aujourd'hui dans les salons d'accueil du Château de Versailles sous la forme d'une exposition. Voilà, donc c'est une vraie valorisation de ces projets pour les élèves et puis pour nous et pour le coup visible par tout le public qui vient au Château de Versailles en visite guidée. Voilà.
Donc, c'était Voilà. une belle valorisation de ce projet. La photo de droite est typiquement la présentation d'une des maquettes Voilà. dans une des salles où les gens attendent en fait leur visite. Pour continuer autour de ce thème, on peut aussi au collège, oui, eh bien voir l'escalier d'une façon un petit peu plus mathématique. Alors c'est un exemple qu'on va vous donner parce que Blondel, qui était un architecte du XVIIIe siècle, a notamment donné une formule qui est toujours utilisée. Alors si on regarde M qui correspond à un pas de foulée, H la hauteur de la marche et G son giron, c'est-à-dire en fait la largeur de la marche, on a une loi qui indique que pour avoir une foulée correcte, il faut ajouter 2 fois la hauteur de la marche plus le giron. Et aujourd'hui, on essaye d'avoir un M, la hauteur de foulée, en tout cas un giron qui vaut à peu près les marches courantes qui ont 17 cm de haut, un giron de 28 cm, c'est ce que vous avez dans le tableau de droite. Donc, en effet, c'est à peu près une chaussure, si vous voulez, au moins 28 cm. Et donc, on en déduit, petit h, la hauteur de la marche, afin d'avoir, pour la formule de Blondel, un pas de foulée qui soit plus ou moins grand. Et on va classer les différents escaliers suivant la valeur de M. Soit elle est inférieure à 60 cm, donc ça veut dire que la hauteur n'est pas très grande. On aura plutôt des escaliers à pente douce, avec un angle inférieur à 30 degrés, donc il y a de la trigonométrie à faire, typiquement ici, des escaliers extérieurs. Lorsque AM est entre 60 et 64 cm, on peut calculer le fait que l'angle est entre 30 et 33 degrés. On a un escalier confortable tel que dans les escaliers d'apparat ou les escaliers privés, mais également dans les écoles, généralement c'est ça. Et puis, si on est au-delà de 64 cm, alors là, c'est un peu plus pentu, c'est plus difficile à monter. Et vous voyez qu'on a un panel finalement d'angles qui peuvent intervenir depuis la rampe jusqu'à l'échelle. Donc ça, c'est assez intéressant parce que au château de Versailles, on a différents escaliers, ils n'ont pas les mêmes degrés, et puis bien sûr, ça peut intervenir également chez les élèves de façon individuelle. D'autres projets, cette fois, qui peuvent intervenir en architecture et sur la notion d'esthétisme en architecture avec la notion de proportion. Donc on connaît très bien le nombre d'or, par exemple, qui intervient au château de Chambord. Tout ça, c'est mis en place par de grands architectes comme Vitruve au 1er siècle après Jésus-Christ, Palladio, donc ça c'était à la Renaissance, Perrault, c'était au Louvre, c'est lui qui a fait la grande colonnade du Louvre. Et là, donc, vont apparaître notamment le lien fort avec les arts et l'architecture plus exactement, et ses proportions. Eh bien, chaque architecte va avoir ses propres proportions. J'ai mis 4 petites photos qui concernent le début du classicisme français avec le château de Maisons-Laffitte de François Mansart, en haut à gauche. Puis nous avons Versailles avec Jules Ardois-Mansart. Puis Jacques-Ange Gabriel qui va faire intervenir le néoclassicisme, vous voyez, avec de très grandes colonnes qui vont faire intervenir 2 niveaux. Et enfin, le dernier architecte de Versailles, c'est Richard Nicke, qui reprend alors vraiment là un esthétisme antique, en reprenant pour le Temple de l'Amour l'exemple d'une petite Tolosse hellénistique. Donc là, on peut s'intéresser encore à Blondel, ce fameux Blondel et son cours d'architecture, où il va décrire parfaitement les relations, par exemple, que doit avoir le diamètre d'une colonne en fonction de sa hauteur. Ça, c'est intéressant parce qu'on peut faire le parallèle justement avec les façades du château. Et puis encore d'autres projets. Ça, c'est un collègue, et plus exactement d'ailleurs dans son établissement, une collègue de mathématiques qui s'est, avec son groupe, intéressée à l'accessibilité. Vous voyez, il y avait une personne en fauteuil roulant dans la classe, et ça, c'était très intéressant. Comment la personne en fauteuil roulant va-t-elle faire pour découvrir le château, sachant qu'on ne va pas avoir la possibilité facilement de grimper ne serait-ce que 2-3 marches, c'est difficile, et de passer par certaines portes. Et alors là, c'est un projet mathématique qui a pris une grande ampleur parce qu'ils ont mathématisé, si vous voulez, les liens et les passages de pièce en pièce, de façon à avoir un graphe, typiquement, et de se dire, eh bien, pour passer de telle pièce à telle pièce, lorsque je suis non en fauteuil roulant, le plus direct, c'est de faire ci, mais avec un fauteuil roulant, eh bien, il va falloir peut-être repasser à un étage inférieur, remonter, etc. Et ça a débouché surtout sur un partenariat avec leur ville pour, avec Madame Anna Rebel, trouver autour de leur quartier la facilité pour une personne handicapée de rejoindre son domicile et l'école, ainsi que les grands.
Alors, je vais Ouais. préciser que dans ce projet, donc l'intérêt de ces projets EAC avec le château de Versailles, c'est de pouvoir aussi rencontrer des professionnels qui travaillent au château de Versailles. Et là, pour le coup, dans ce projet-là, ils ont rencontré donc une collègue qui est responsable de toutes ces questions d'accessibilité au château de Versailles. Et c'est pas facile, c'est voilà de permettre effectivement l'accessibilité dans un château tel que celui de Versailles. Elle a un travail assez intéressant et elle y prend, enfin, elle y met tout son cœur. Et donc, elle a rencontré au moins 2 fois tous ces élèves pour pouvoir travailler avec eux pour qu'ils puissent ensuite mener leur projet à bien. Qui les a menés d'ailleurs vers ils ont fait une espèce de petit journal qui s'appelle Matoscope, qui a permis de relayer tout ce qu'ils ont fait pendant ce projet. Alors, rapidement, là, c'est peut-être pour les sciences SI ou bien même la techno. Là, bien sûr, Versailles, comme je vous ai dit, c'est le lieu d'expérimentation de l'eau. Eh bien, on peut inviter les élèves également à créer leur propre petite pompe, expliquer comment ça fonctionne, voir que déjà, il y a 300 ans, c'était mis en place, avec notamment ici l'exemple d'une pompe aspirante refoulante. Autre exemple, complètement différent, là on est plutôt donc dans les jardins avec la taille des buis et les taupières. Eh bien, vous avez des formes géométriques, le calcul de volume, la prise d'empreinte, comme vous avez la photo en haut à droite, vous voyez avec la structure du buis, rencontrer les jardiniers, donc mêler sciences, art, jardin, etc. Je pense que le château de Versailles, en effet, est un endroit très approprié pour faire cela. Et puis, on va ouvrir peut-être sur un dernier thème, sur les matériaux de construction, avec, j'aime bien présenter ça, c'est à nouveau Vitruve au 1er siècle. Vous connaissez probablement l'homme de Vitruve, qui est ici dessiné par... c'est l'homme de Vitruve de qui Oui, lui. Ça va nous revenir. Bon, enfin, vous l'avez probablement en bouche. Léonard de Vinci. Ouais. Vitruve définissait un bon architecte comme étant incapable, regardez les 3 termes, firmitas, utilitas et venustas. Il doit construire un bâtiment qui soit solide, il doit construire un bâtiment qui a un intérêt, qui a un profit notamment vis-à-vis des flux, et il doit, si possible, bien sûr, produire un bâtiment qui soit beau. Alors, les matériaux de construction, eh bien, on en a beaucoup au château de Versailles. On va surtout donc s'intéresser ici à Venustas et Utilitas. La pierre de Saint-Leu, c'est cette pierre magnifique, notamment du côté d'ailleurs des jardins. Eh ben, on peut faire un petit peu là de sciences de la vie, de sciences de la terre même surtout, en rappelant que cette pierre de Saint-Leu, elle provient du bassin parisien, parce que le bassin, il y a 45 millions d'années, on avait de l'eau, et ce sont des petits... c'est de la pierre calcaire parce qu'elle provient de la sédimentation. Vous avez sur l'image de droite là, des petites sérites. On voit très bien qu'il y a donc des petits animaux véritablement qui étaient là et puis qui se sont fossilisés pour permettre à cette pierre de prendre l'apparence de ce qu'elle a aujourd'hui. Et par l'érosion, elle réapparaît en surface au nord de Paris dans des carrières. Sur la photo du centre, on peut étudier qu'il y a eu une stratification oblique de cette pierre avec amoncellement donc de ces petits débris qui ont permis d'avoir cette couleur blonde un peu rosée dès qu'il y a un peu de fer. Autre exemple, l'histoire de la brique. Alors là, la brique, on ne la trouve pas à l'état naturel du tout. Donc, on la fabrique avec différentes étapes. Et ce qui est assez joli, c'est de voir l'acheminement qu'on peut faire de ces briques, surtout leur appareillage. Une brique, grosso modo, c'est 2 fois plus long que large. Alors, la partie longue, on appelle ça la panneresse. La partie étroite, on appelle ça la boutisse. Vous avez ici un appareillage en haut où on ne voit que les panneresses, décalées les unes par rapport aux autres. En dessous, que les boutisses. Donc, en fait, le mur est probablement 2 fois plus large. Et puis, regardez, dans l'appareillage à l'anglaise et dans l'appareillage flamand, on a alternativement des panneresses et des boutisses sur différentes lignes pour l'appareillage à l'anglaise, alors que pour l'appareillage flamand, sur une même ligne, on a à la fois des panneresses et des boutisses alternativement. Et ce qui est assez joli, c'est qu'on peut essayer de mettre en place des expérimentations pour voir quel est le plus solide. Puis d'ailleurs, là, c'est un petit clin d'œil, peut-être au thème de l'année prochaine, on va travailler sur le trompe-l'œil, parce que vous pouvez très bien voir que les briques ont été agencées
mais qu'on a au-dessus remis un trompe-l'œil, un appareillage extrêmement méticuleux et très régulier, alors qu'en fait, il est beaucoup moins en réalité. Et ça, on peut le voir Ah, on le voit très bien. le dernier bâtiment là, qui a été vient d'être restauré, le château d'eau de Versailles. Voilà, donc c'est assez intéressant de voir ce qu'on voulait montrer et de ce qui est véritablement produit. Parce que c'est très difficile, en fait, de voir des briques à l'époque, en tout cas, qui est exactement la même taille. Donc, en fait, on préfère les agencer grossièrement et réécrire au-dessus. Voilà. Et puis là, avec la LAMAP, il y a 2 mois, les formateurs se sont amusés à construire, grâce à des petits sucres, les différents appareillages possibles. Et vous voyez même sur la photo du centre une petite boule sur un plan incliné qui va taper dans le mur. Et donc, on peut observer que un appareillage en boutisse est moins solide que tel autre, etc. Donc, c'est de l'expérimentation pure et dure. Et on rejoint bien évidemment l'AMAP. Voilà. Merci beaucoup pour ce partage qui était vraiment passionnant. Avant de passer à nos activités Malapat, j'aurais une question. Tu as mentionné 3 groupes au tout début de ta présentation. Est-ce qu'ils faisaient partie de la même classe ou est-ce que c'était un projet interclasse? Oui, ils font partie du même établissement. Par rapport au projet sur les escaliers, tu veux dire? Oui, c'est ça. Oui, alors c'est 3 classes d'un même établissement. D'accord, donc 3 groupes, enfin un groupe égale une classe. Alors en fait, la proposition de l'architecte, c'était de mener un projet tel que on fait dans un cabinet d'architecture, c'est-à-dire qu'on répond à un appel d'offres. Cet appel d'offres, donc il y a plusieurs propositions. Le client, il choisit une proposition et ensuite, on travaille sur les plans pour ensuite en faire effectivement des maquettes et la réalisation. Et donc, elle est restée dans ce même schéma d'un appel d'offres d'architecture pour le proposer aux 3 classes qui participaient au projet. Donc, merci beaucoup. Moi, je voulais rebondir. Je vais vous présenter des petites choses qui sont en gestation chez nous autour des matériaux. Mais Florian, quand tu parlais de cette gymnastique d'aller-retour, représentation 2D sur un plan de coupe, versus reconstituer une vision en 3 dimensions, ça, c'est une gymnastique qui est effectivement pas évidente. Et ça a fait écho avec des ressources qu'on a conçues chez nous, l'une en lien avec l'astronomie sur les constellations, puisque finalement, ce qu'on voit des constellations, c'est une projection. On a l'impression qu'elles sont les étoiles sont dans le même plan, alors que pas du tout. Et donc, on a une ressource qui tourne autour de ça sur la fabrication de petites maquettes représentant l'éloignement réel dans l'espace des différentes étoiles. Et puis, une autre activité sur la cellule, donc plutôt pour la 6e. D'ailleurs, constellation, c'est du cycle 3 aussi, je pense. Oui, c'est du cycle 3, cette ressource. Puisque quand on fait des observations de cellules au microscope, c'est encore une fois une coupe en 2 dimensions que l'on regarde et qui ne donne pas l'organisation spatiale réelle de la cellule. Donc, on peut faire écho, en fait, cette même gymnastique, finalement, on peut aller la retrouver en convoquant différentes disciplines. Alors, je vais maintenant partager mon écran avec fluidité, je l'espère, pour vous partager quelques petites choses. Voilà, normalement, on voit bien mon diaporama. Sur des ressources qui sont en cours de route chez nous. Ça va être Puisque de cette collaboration, donc vous l'avez compris, qui est fructueuse entre le château de Versailles et la main à la pâte, on a mené ensemble des formations. Et là, on s'est dit que ce serait chouette que cette collaboration donne naissance à des ressources pour la classe. Donc, comment on travaille? Juste un petit mot pour ceux qui ne connaissent pas, comment on travaille à la main à la pâte. Tout notre cœur de métier, en fait, c'est de créer des dialogues entre la communauté éducative, l'enseignement, et puis la communauté scientifique, technique. Et là, on le voit grâce à ce type de partenariat, élargir les horizons en allant convoquer d'autres savoir-faire, d'autres regards.
dans des champs architecturaux, artistiques, etc. Donc, quand on conçoit une ressource pour la classe, ce qui est important à savoir, c'est que donc, elle a un auteur principal, bien sûr, mais elle bénéficie toujours, avant d'être publiée, d'une part, d'une relecture des experts du domaine, également d'autres relectures de pédagogues, et ensuite, elle est testée en classe, dans plusieurs classes, et si possible par des enseignants qui ont plus ou moins de... On a des fidèles qui travaillent beaucoup avec nous, mais on aime bien faire tester nos ressources à des gens qui nous connaissent moins bien. L'objectif de ça étant de s'assurer qu'elle tient la route et qu'elle est effectivement adaptée au contexte de la classe et au niveau des élèves et qu'elle est bien mise au service des objectifs pédagogiques d'apprentissage que l'on souhaite atteindre grâce à cette ressource. Et c'est uniquement quand elle est passée par toute cette moulinette qu'elle est publiée sur notre site et mise à disposition des enseignants. Donc voilà, toutes les ressources qui sont sur notre site, elles sont forcément passées par ce processus-là. Et donc justement, il y a en cours d'écriture un corpus de ressources qui s'intitule Matière à construire. Donc on repart vraiment très directement du dernier sujet qu'évoquait Florian. Et on en profite pour faire une petite annonce car les tests en classe de ces ressources sont prévus à partir de septembre 2025. Et je m'aperçois que j'ai gardé la version de diaporama avec la faute d'orthographe. Il y a bien un S après. Tout ça pour donc, des tests en classe. Grâce au retour des textes, les ressources seront modifiées, corrigées, réécrites pour une publication vers février 2026. Donc, si vous êtes intéressé par cette thématique et par cette démarche, eh bien, n'hésitez pas à nous écrire. Vous aurez de toute façon après le webinaire un petit message avec un partage de documents, etc. Donc, si le cœur vous en dit, vous êtes les bienvenus pour être les bêta-testeurs de ce nouveau corpus. Alors, qu'il y aura-t-il dans ce nouveau corpus, justement? Ce sera pour le cycle 1 et le cycle 2. Les ressources que je vais présenter là s'adressent majoritairement au premier degré. Et puis, pour la dernière thématique que je vais partager sur les œuvres d'art, il y a aussi un petit peu de cycle 4. Mais là, on est vraiment plutôt vers les petits. Cycle 1, cycle 2. Donc, avec une première partie, construire Versailles. Donc, on va proposer aux élèves de directement, en s'inspirant de l'activité qu'on avait testée aux formateurs pendant notre formation, de construire des murs avec du matériel disponible, trouver des moyens de tester leur résistance au choc, aux contraintes mécaniques, etc. Et puis, donc bien sûr, ça va être un corpus très, très inspiré par Versailles, très ancré avec le potentiel du château de Versailles, et où on va aussi essayer de faire une petite balade grâce à ce corpus pour découvrir d'autres merveilles du monde. Et en le faisant, donc là, on voit le palais de l'Alhambra, je ne dis pas de bêtises, oui, ma collègue confirme, la muraille de Chine. Également une cité au Yémen qui s'appelle Shibam, qu'on appelle la Manhattan du désert. Et là, on va se poser la question, Florian l'a évoqué tout à l'heure, quand on veut construire, se pose la question de quels matériaux on utilise, pour quoi faire, et surtout, où est-ce qu'on peut les trouver. Et ce qu'ont en commun toutes ces créations, la muraille de Chine en partie, la muraille de Chine, c'est un édifice absolument immense, et en fait, qui était construit avec les ressources qu'on trouvait sur place. Et il y a tout un pan de la muraille de Chine qui est construit en terre crue. Et c'est de cette terre crue que va traiter cette autre partie du corpus. Comment construire, fabriquer avec de la terre crue. Donc de la terre crue, en fait, c'est un mélange d'argile, de sable, de gravier, de l'eau, puis il y a un petit peu d'air. Et il existe différentes techniques pour l'agencer et pour construire des édifices avec.
Donc, dans cette étape, on va mettre les élèves au défi de construire une petite maisonnette en terre crue. Là encore, on a utilisé nos formateurs comme bêta-testeurs, hein, un peu, on leur a lancé le même défi. Et puis, donc, utiliser, s'approprier voilà, des techniques pour bâtir une petite maisonnette en terre crue. Et puis, de la terre crue, ça veut dire qu'elle n'est pas cuite, donc ça veut dire qu'elle est sensible à l'eau. Et donc, il faut trouver des solutions pour la protéger des intempéries. Donc, voilà un petit peu le défi en substance, hein. Ce sont des idées préliminaires qui sera proposées aux élèves pour cette autre partie. Avec ce corpus, on va pouvoir aborder donc, cette question des matériaux, de comment on les façonne, de l'histoire de leur utilisation. On va aborder des techniques ancestrales qui sont documentées d'une certaine façon. Donc on voit avec ce sujet, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment faire des liens également avec la démarche de l'historien qui va chercher des traces, des documents, des documentations de méthodes. Il y a vraiment des parallèles très intéressants à faire entre la démarche scientifique et la démarche qu'on peut trouver dans d'autres disciplines pour éprouver des hypothèses, documenter, argumenter. Et puis, du point de vue sciences et techno, on va pouvoir aussi aborder la question de l'habitat et des besoins auxquels doit répondre l'habitat. Et notamment, ce qui est intéressant avec la terre crue, donc là, on voit des édifices euh, du- d'habitation au Cameroun, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, je l'ai dit, la terre crue, hein, ce qui pourrait être considéré comme un défaut, elle est sensible aux intempéries, sensible à l'eau. Mais à contrario, l'intérêt, c'est qu'elle est poreuse et donc peut s'imbiber d'eau. Et ça, quand on est dans un territoire chaud, eh bien, l'évaporation de cette eau va pouvoir, justement, cette perméabilité à l'eau va pouvoir la mettre au service finalement d'un système de climatisation. L'eau, en s'évaporant, va rafraîchir les parois de l'habitat. Et il y a toute une réflexion, on voit là, sur cette structure un petit peu particulière en forme de dôme, où tout est affaire de compromis. Il faut que l'eau ruisselle assez vite pour pas trop altérer l'édifice. Il faut pouvoir, on a des espèces de petites marches, euh, pouvoir escalader facilement la construction pour l'entretenir, la reconstituer, parce qu'il y a quand même une question de dégradation. Mais en même temps, on souhaite qu'il y ait quand même un petit peu cette absorption parce qu'elle va permettre de rafraîchir l'habitat. Donc tout ça, c'est des affaires de besoins, de solutions techniques, de cahiers des charges, et puis d'interculturalité aussi. Donc, c'est vraiment à la croisée de plein de thématiques. Il est très intéressant d'observer. Je vais passer rapidement pour aller vers la dernière partie. Donc, vous l'aurez compris, ce corpus-là, il est en cours de création. Et je vais vous dire un mot sur un autre corpus qui, lui, est terminé et publié. Donc, si vous voulez aller le consulter, eh bien, les liens sont à votre disposition, qui s'appelle la chimie des arts. Alors, pourquoi la chimie des arts? Parce qu'on souhaitait mettre en œuvre un projet pour aborder la chimie dans les enseignements en visant l'école primaire. Seulement, la chimie sous cette appellation est très sous-marine en fait dans les programmes. Elle peut paraître absente, mais en fait, et c'est tout le travail de notre collègue qui a créé ce corpus, elle ne l'est pas parce qu'on peut l'aborder à travers d'autres disciplines et notamment les arts plastiques. Donc, ça a permis de donner naissance à un corpus de plusieurs ressources sur la chimie des arts, toujours en collaboration étroite avec des scientifiques de ce domaine-là, puisque la science qui étudie les arts est aussi en interaction, la chimie des arts est en interaction aussi avec des historiens, mais les méthodes scientifiques peuvent être mises au service de l'étude des œuvres d'art, de leur restauration, de leur authentification également. Donc, c'est vraiment un domaine absolument passionnant et autour duquel on a eu aussi, on ne l'a pas montré là, mais on a eu aussi l'occasion d'avoir une collaboration avec le château de Versailles et de proposer des formations. Donc, pour entrer un petit peu plus dans le détail d'une des ressources,
Justement, parmi les questions qu'on peut se poser, une œuvre d'art, il y a des œuvres d'art très anciennes, on peut en voir au château. Je me rappelle, notre collaboration a notamment porté sur la dégradation des tapisseries qui étaient exposées à la lumière du soleil. Et donc, une œuvre, quelle qu'elle soit, quand elle subit la lumière, ses couleurs changent. Elle subit une altération. Et donc, nous, on s'est dit qu'on aimerait bien. Et il existe des méthodes scientifiques pour, d'une part, identifier avec quoi on a peint l'œuvre, et puis quel agent est à l'origine de son altération. Et on s'est dit qu'on allait chercher une situation simple pour que les élèves soient invités à mettre en œuvre cette démarche scientifique, donc d'identification de avec quoi on a fait l'œuvre et qu'est-ce qui lui est arrivé, mais que ce soit quelque chose qu'ils puissent faire dans un contexte de classe. Alors, ça a donné naissance à un petit défi qui s'intitule «Qu'est-il arrivé à cette œuvre d'art?» où là, voilà, c'est pas une œuvre sous Louis XIV, hein, bien sûr, c'est un smiley qui a été peint par l'enseignante ou par moi-même peut-être, je ne sais plus, sur du papier canson qui a été coloré avec du jus de raisin et sur laquelle on a fait une petite tache de jus de citron. Et donc, il faut savoir que tout ce qui est jus coloré à base de fruits rouges, jus de raisin, alors le grand classique jus de chou rouge évidemment, ce sont des colorants, enfin, les couleurs sont sensibles à l'acidité. Et donc la couleur va virer si on lui met du bicarbonate de soude, du savon ou, dans le cas présent, du citron. Donc ça, c'est l'œuvre que l'enseignant va présenter aux élèves en leur disant, voilà, un artiste a peint cette œuvre, et puis on voit qu'il y a une tâche, il lui est arrivé quelque chose. Donc votre mission, c'est, vous savez quel était le matériel disponible dans l'atelier de l'artiste, et vous allez devoir identifier quel est le produit qui a servi à peindre l'œuvre et quel est le produit qui est responsable de sa dégradation. Qui est vraiment un questionnement en fait tout à fait parallèle au questionnement que peuvent se poser les scientifiques face à une œuvre. C'est ça qui est intéressant en fait. Donc on va évidemment recueillir les différentes hypothèses des élèves et ensuite les élèves vont se faire une série de nuanciers qui va leur permettre dans un premier temps d'explorer les différents possibles qui auraient pu être utilisés pour peindre l'œuvre, et ils vont leur appliquer des dégradations. C'est-à-dire concrètement, ils vont mettre des gouttes de différents produits qui se trouvaient dans l'atelier de l'artiste pour voir comment ils font virer la couleur. Et par comparaison, on voit les élèves là, donc ils sont en train de comparer leur nuancier donc originel et leur nuancier dégradé avec l'œuvre qu'ils sont censés étudier. Par comparaison, ils vont pouvoir du coup identifier le produit utilisé pour peindre le petit tableau et le responsable de la tâche. Donc, ce qui nous a semblé intéressant, en tout cas les retours qu'on a, c'est une ressource qui fonctionne vraiment bien au premier degré. Ce qui nous a semblé intéressant, c'est que c'est une situation assez simple, mais par contre, elle offre vraiment un parallèle assez exact avec la démarche scientifique, avec une vraie démarche scientifique, puisque l'enseignement des sciences, c'est quand même aussi découvrir des savoir-faire professionnels qui existent dans une activité, au sein d'un métier. Donc, pour ça, pour créer cette ressource, on a une collaboration avec une scientifique qui s'appelle Clarisse Chavannes et qui, elle, a travaillé, qui est une spécialiste de la tapisserie de Bayeux. Et donc, sa mission à Clarisse pour la tapisserie de Bayeux, qui est donc une tapisserie qui date du XIe siècle, qui a eu le temps de subir pas mal d'interactions, c'était exactement la même chose. C'était d'une part identifier les pigments originels utilisés pour teindre les fils de cette tapisserie et identifier les agents responsables de la dégradation des couleurs de la tapisserie. Elle, dans un but de reconstituer les couleurs d'origine.
Mais pour ce faire, elle a vraiment créé un nuancier à partir des suspects présumés pour peindre l'œuvre, et elle leur a appliqué toute une gamme de dégradations. Et ensuite, elle a agi, alors évidemment avec des diagnostics scientifiques, mais elle a été dans cette démarche de comparaison, de correspondance pour retrouver les produits utilisés et la dégradation qui avait fait virer les couleurs. Donc, il y a vraiment un ancrage solide avec la démarche scientifique. Si cette thématique vous intéresse, il existe une offre de tutoriels sur la chimie des arts. Donc, les tutoriels, c'est des petits parcours e-learning centrés autour de l'appropriation d'une ressource. On a des éclairages scientifiques, par exemple avec Clarisse Chavannes qui explique comment elle a procédé sur cette thématique-là. Et puis, comment ça se passe quand on veut traiter le sujet en classe. Donc, j'espère que cet exposé vous a plu, et surtout qu'il vous a donné beaucoup d'inspiration et qui vous a donné envie de tester des ponts entre les arts, l'architecture, les maths, la science, la technologie. Je remercie beaucoup nos intervenants.